Bonjour à tous et bienvenue pour cette, 2e session, deuxième webinaire de l'année consacré à l'intelligence artificielle, hein, surtout à sa régulation. Donc avec moi aujourd'hui, j'ai Armand Bedeau. Armand, tu es DPO et Deputy CISO de QuickSign. Alors, comment ça va se dérouler ce webinaire? On va commencer par un rappel théorique sur le texte. Ensuite, on vous fera un calendrier. On a construit une frise chronologique pour que vous ayez vraiment toutes les échéances, toutes les deadlines bien en tête. Et ce sera le fil rouge de notre présentation. Ça va s'alimenter au fur et à mesure du webinaire. Ensuite, on regardera un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est actuellement, ce qui se passe actuellement à la Commission européenne. Il y a vraiment une actualité brûlante sur ce sujet, vous le savez, donc ça évolue de jour en jour. On fera un point de situation. On fera une petite comparaison avec le RGPD, qui est un texte similaire dans sa construction. On a 8 ans de recul sur le RGPD. L'idée, c'est de faire un bilan et de savoir si on peut tirer les leçons du RGPD et les appliquer à l'AI Act. Et puis, le plus intéressant pour vous sans doute, on fera des conclusions. Que tirer de cette analyse? Comment appliquer l'AI Act intelligemment à vos organisations? Donc, vous l'avez compris, c'est un webinaire un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Il y a une dimension beaucoup plus géopolitique. Ce qu'on voulait avec Armand, c'était vraiment prendre du recul sur ce texte, revenir sur l'état d'esprit du régulateur au moment où il a été écrit. Et grâce à tout ça, je pense qu'on comprendra mieux voilà, toutes ces implications opérationnelles. Armand, je te laisse la parole. On commence par le rappel théorique. Qu'est-ce que c'est que l'IA Act? Alors, l'EA Act, c'est avant tout une loi sur la sécurité des produits. Le produit, que ce soit le système d'IA en tant que tel ou que ce soit des produits avec des systèmes d'IA qui sont intégrés dedans. Le régulateur a fait les choses pas trop mal dans l'idée, puisqu'il s'est dit, en fait, il y a différents risques et je vais adapter les contraintes en fonction du niveau de risque. 4 risques, vraiment, on va dire la structure de base, c'est 4 risques. Les risques inacceptables, donc tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est usage de l'intelligence artificielle qui nous ferait aller dans tous les pires films de science-fiction dystopique, ça a été interdit. Ils se sont quand même laissé une petite ouverture pour les États. Les États ont le droit d'avoir des exceptions sur ces choses-là, donc quand même, il faut faire attention. Ensuite, on a la partie haut risque où là, on a les systèmes d'IA qui sont les plus intéressants pour beaucoup de sujets, euh, mais qui présentent effectivement des risques importants pour les libertés et les droits fondamentaux des citoyens européens. C'est Et là donc, où, excuse-moi, ouais. c'est là où les services financiers, du coup, sont peut-être les plus concernés sur cette catégorie 2. Alors, Si je... ils sont concernés, oui, parce qu'ils ont des use cases qui sont explicitement cités, typiquement le credit scoring, des choses comme ça. Mais en fait, à moyen long terme, tout le monde sera concerné par, alors peut-être pas la une, j'espère pas, mais au moins la 2, la 3, parce que, et sûrement la 4 aussi, parce que en fait, l'IA va vraiment s'intégrer sans aucun doute dans beaucoup, beaucoup de process aujourd'hui. Pour revenir un petit peu sur le haut risque, donc c'est lui qui porte l'essentiel de la charge de conformité. Euh, c'est donc au final, c'est, je pense, ceux qui connaissent un peu le texte savent que les grosses contraintes, elles sont associées au système à haut risque. Pour le reste, c'est surtout des obligations de transparence, hein. Et bon, ça se fera naturellement. Et alors, qu'est-ce qu'on risque si on ne respecte pas cette nouvelle réglementation? Eh ben, un petit peu sur le même schéma que les amendes RGPD, on a des amendes nominales ou des pourcentages du chiffre d'affaires mondial. Sauf que là, on est encore un petit peu plus, un clic au-dessus, puisque le maximum, c'était 4% du chiffre d'affaires dans le RGPD. Ici, on passe à 7% pour l'IAC. Donc, ça commence à faire des belles sommes pour des groupes internationaux. Et on n'a pas du tout parlé des LLM, ChatGPT et compagnie. Comment ça s'inscrit dans cette réglementation? Et ben, eux, ils ont une catégorie à part entière. Qu'on pourrait qualifier de risque systémique et qui est en fait qualifié par le fait qu'il soit à la fois généraliste et qu'il soit consommé euh, en direct, en gros, par des plusieurs millions de personnes. Voilà. Mmh. Très clair. Merci beaucoup pour le rappel théorique. Alors justement, maintenant, on va passer sur la frise chronologique qu'on vous a
qu'on vous a préparé pour que vous compreniez tout ce calendrier de l'IA Act. Alors, vous voyez que ça commence en 2021 avec une rédaction d'une première ébauche de texte. On arrive en décembre 2023 à un accord politique historique en UE sur lequel tu pourras peut-être revenir, Armand. Et en fait, en août 2024, c'est là qu'est l'entrée en vigueur officielle. Ensuite, vous le voyez, il y a un calendrier avec un déploiement échelonné de cette réglementation. Février 2025, entrée en application des interdictions avec les risques les plus élevés, les risques inacceptables dont tu parlais. 2025, c'est les fameuses règles pour les modèles de fondation type GenAI. Et puis, la deadline qui nous intéressait le plus, c'est celle pour la finance, justement, avec les use cases de credit scoring, d'octroi, de biométrie notamment. Août 2026, entrée en application des règles pour les systèmes à haut risque, la fameuse catégorie 2 dont tu viens de parler. Ça, c'est pour les deadlines principales. Si tu veux, Armand, nous redonner plus de contexte, justement, dans quel état d'esprit se trouvait l'Europe, les États-Unis aussi, au moment où tout ça a été rédigé. Je pense que c'est ce qui nous intéresse vraiment pour comprendre pourquoi ce texte a émergé et pourquoi à ce moment-là. Alors, il faut remonter jusqu'en 2021. Comme vous voyez, il y a première ébauche du texte. Donc, les régulateurs a, on va dire, commencé sa copie en 2021, dans un monde où l'IA signifiait surtout des systèmes assez spécialisés, de la robotique industrielle, des algorithmes de prédiction météo, des systèmes pour les véhicules autonomes, etc. Donc des modèles quand même qui étaient assez spécialisés. Et puis en 2023, il y a eu un choc technologique et social, on pourrait le dire. C'est la sortie de ChatGPT au grand public. Et d'un coup, on s'est retrouvé dans un monde où l'intelligence artificielle, elle était générative et généraliste. Et donc, on se retrouve dans un monde où, de façon très fidèle, des modèles sont capables de produire des photos du pape en doudoune blanche, style rap US, et on n'y voit que du feu, en fait. Et là, vent de panique à la commission parce que bah, elle qui se bat contre les fake news, etc., se dit, mais en fait, c'est un danger immense pour la démocratie de se dire, bah, en fait, on peut produire du contenu faux facilement, etc. Il faut réguler et il faut reprendre la copie parce que c'est pas du tout sous cet angle-là que ça avait été pensé initialement, quoi. Début 2023, un peu, ça correspond à peu près à la sortie de ChatGPT. Ils reprennent le texte du début quasiment et ils se remettent au travail. En parallèle, aux États-Unis, pour ceux qui s'en souviennent, c'était donc la sortie de quelques livres un peu alarmistes, intéressants mais alarmistes, des pétitions signées par Musk, Sam Altman, Bill Gates, tous les grands pontes de l'IA, appelant à des moratoires, appelant à une régulation. Pour vous citer une des pétitions qui circulait à l'époque, le texte qui précédait la signature, c'était atténuer le risque d'extinction lié à l'IA devrait être une priorité mondiale au même titre que d'autres risques à l'échelle de la société tels que les pandémies et les guerres nucléaires. Donc, on sortait du Covid en plus, donc voilà, ça parlait à tout le monde, les pandémies. Donc voilà, une ambiance très apocalyptique, anxiogène, qui s'exporte des gens qui sont vraiment les auteurs de l'IA généraliste et qui va infuser on va dire, la société civile, dans le débat public, au moment où le régulateur européen est en train de revoir complètement sa copie sur le Mmh. sujet. Ça, c'est un premier élément d'explication. Merci pour ce premier contexte. La deuxième chose que tu m'as dite quand on a préparé ce webinaire aussi, c'est qu'il y a des différences culturelles très importantes entre les États-Unis, l'Europe et aussi la Chine, si j'amène ces troisième acteur dans la boucle. Et donc, du coup, ça explique aussi en partie, notamment des différences en matière de culture juridique. Si je puis dire, ça peut aussi expliquer la tournure qu'ont décidé de prendre les Européens en ce qui concerne ce texte. Oui, évidemment. Donc ça n'aura échappé à personne depuis quelques années maintenant, sans vraiment que ce soit à débattre, hein. On est retourné dans un monde multipolaire avec des logiques de blocs, des intérêts qui sont parfois convergents, parfois divergents, même entre l'Union européenne et les États-Unis.
C'est important d'avoir aussi cette vision-là. Quand on prend la philosophie du droit des Américains, en fait, elle est héritée du modèle anglo-saxon, qui est un loi, ça s'appelle la common law, qui est un loi a posteriori, Mmh. enfin, qui est un droit, pardon, a posteriori. Ce qui veut dire que, en gros, le régulateur américain dit, OK, je reconnais là une innovation technologique qui apporte des nouveaux usages, de nouveaux risques, mais je vais pas réguler maintenant. Je vais laisser le privé innover, je vais laisser les usages se développer. Il va y avoir des dérives, il va y avoir des incidents, des dommages. Et c'est à ce moment-là, quand il y aura un dommage, que la justice va trancher. Il y aura des jurisprudences. Et c'est à ce moment-là aussi où que, le régulateur va s'inviter dans la partie et va réguler. En face de ça, on a l'Union européenne qui est plutôt héritière d'un droit romain. Euh, Donc c'est avec diamétralement opposé. qui est diamétralement opposé avec la France qui a un principe de précaution qui est très fort aussi et qui dit ben en fait nous c'est pas comme ça qu'on fait du droit, nous on fait du droit a priori, c'est-à-dire on reconnaît l'émergence d'une nouvelle technologie, de nouveaux usages, on imagine les risques potentiels et on va faire en sorte de d'écrire un droit, une réglementation pour pour protéger nos citoyens vis-à-vis de ces risques. Deux approches qui sont effectivement diamétralement opposées. Le problème, on va dire, l'un des deux, c'est que le côté États-Unis, bon, en gros, le problème, c'est qu'il n'y a pas de régulation jusqu'à ce qu'il y ait des dommages, donc on est sûr qu'il va y avoir des dommages à un moment. Mmh. Le problème côté Union européenne, c'est que on imagine des risques, on sait pas, la régulation sort même un peu avant que vraiment la technologie soit mature et on ne sait pas exactement où elle va aller et si cette régulation-là, elle va pas avoir des impacts aussi sur l'innovation. Bien sûr, et au milieu, En- il y a le modèle de la Chine qui est encore Au différent. milieu, oui, il y a un modèle, le modèle chinois. Le modèle chinois, c'est un modèle bon qui dit en gros qui est assez pragmatique, qui dit écoutez, bon, je reconnais que l'intelligence artificielle c'est un enjeu de souveraineté majeur du prochain siècle et de domination. Faut pas domination technologique, hein, faut pas avoir peur du mot. Donc je vais lever énormément de freins autour de ce sujet-là. En plus de ça, ils n'ont pas forcément à cœur, en tout cas ils n'ont pas les mêmes valeurs Bien de sûr, quand même. protection de la vie privée, des droits fondamentaux des citoyens, des choses comme ça. Et donc eux, ils ont, on va dire un entre les deux parce que aussi ils aiment bien quand même tenir en laisse le secteur privé sur certains sujets pour éviter certaines dérives. Et donc la conséquence, on vous raconte tout ça parce qu'il y a une conséquence très Il y a une concrète. conséquence, oui, Voilà. c'est ça. Il y a une conséquence très nette, c'est que comme vous voyez en fait en dessous, pour chaque, on va dire, modèle de droit et de régulation, il y a des résultats. En fait, les graphiques représentent un institut qui fait des évaluations de performance des différents modèles fondation. À gauche, vous avez les États-Unis, et comme vous voyez, donc ils ont un nuage de points roses assez dense, avec des modèles qui sont tout en haut à droite. Donc ça, en fait, c'est les modèles frontières, ce qu'on appelle ces modèles fondation frontières. C'est les modèles les plus puissants actuellement au monde. Ils sont tous américains. Ensuite, au milieu, on a la Chine, qui est pas loin en termes de performance. Ils sont pas très loin des Américains. Ils sont quand même en dessous et il y a moins de densité de points. Ils ont moins de modèles et ils sont quand même moins performants. Et tout à droite, euh, on a l'Europe. L'Europe qui, bah, comme vous voyez, à droite, il n'y a plus de modèles. En haut, bah, pas vraiment, on est plutôt au milieu. Et en fait, quand on regarde dans le détail, tous ces modèles-là, c'est des modèles qui ont été produits par une seule entreprise qui est Mistral. Et parce qu'en fait, ça traduit plusieurs choses, mais ça traduit surtout le fait que déjà en Europe, qui est quand même une zone avec plus de citoyens que les États-Unis, et beaucoup de pays, enfin, il y a beaucoup de monde en Europe, c'est pas une petite zone économique et législative, et ben on n'a qu'un seul provider de modèles frontières. Enfin, et encore, est-ce qu'on peut encore les appeler modèles frontières parce que ils sont plus vraiment à la frontière de l'innovation, mais en tout cas de modèles fondation, c'est Mistral. Mmh. Historiquement, il y avait un compétiteur aussi allemand, mais il a arrêté et il s'est reconverti dans des modèles spécialisés. Et donc, la régulation n'explique pas ce décalage, mais
Une bonne Je pense partie. quand même une bonne partie. Il y a aussi des problématiques effectivement, de capitaux. On n'a pas les mêmes, marchés de capitaux en Europe et aux États-Unis. Il y a des problématiques, des cerveaux, il faut le dire aussi, mais vers les États-Unis. Mais après, il faut aussi considérer que, même le capital risque, les gens qui vont investir dans ces modèles-là, ils considèrent, aussi dans leur choix d'investissement, le risque juridique. Et heu, effectivement, on pourrait penser qu'il y ait plus de risques juridiques dans un environnement où il n'y a pas de régulation type, encore, en tout cas aux États-Unis, donc en Europe. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est pas le cas parce qu'ils ont bien compris que les États-Unis étaient hyper alignés et ont compris les enjeux, de domination technologique liés à l'IA, et ils ont compris que c'est un gouvernement qui va pas, brider en fait, ces Ouais, technologies-là. Et ouais. donc le capital risque a plus de facilité aujourd'hui à aller, sur des entreprises américaines Mmh. que sur les entreprises européennes. Et puis après, il y a des Mmh. problématiques aussi d'infrastructures énergétiques, et cetera, et cetera. C'est un sujet passionnant dont on pourrait parler vraiment, très longtemps, effectivement. Pour venir à notre sujet, de l'IA Act, là, ce qu'on voit avec ton exposé Armand très nettement, c'est que l'Europe s'est enfermée dans son principe de précaution face à des Américains qui, eux, étaient ravis de nous voir, légiférer pendant qu'ils innovaient et puis les Chinois sont sur un autre système, de valeurs et ont d'autres objectifs économiques aussi, donc ils ont leur, on va dire leur, façon d'agir, propre, qui fonctionne aussi, en tout cas mieux que Moins l'Europe. bien que les Américains, on va dire mieux que l'Europe. Et Voilà. c'est ça, exactement. L'histoire s'arrête pas là parce que, il y a une voix qui s'est élevée en Europe et pas n'importe quelle voix, celle de Mario Draghi et justement, la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que c'est pas en train de rabattre un petit peu les cartes? Est-ce qu'on assiste à une prise de conscience européenne ou pas? Tu vas nous dire donc, est-ce que tu peux nous parler de ce cri d'alarme de Mario Draghi? En 2024, septembre 2024, Mario Draghi, enfin, il y a un rapport qui sort, qui est chapeauté par Mario Draghi, qui s'appelle le rapport Draghi. Il y a un très long rapport qui parle de décrochage technologique, qui parle de décrochage économique, qui parle de compétitivité européenne et qui dit, bah, en fait, la, la, l'Europe est en train de décrocher. L'Europe est en train de décrocher, sur le plan, bah, sur tous les plans dont je viens de parler. Et en gros, il dit, bah, il faut se réveiller, il faut investir, potentiellement, il faut aussi un petit peu alléger la réglementation. Donc ça, c'est, septembre 2024. Ça fait grand bruit, dans la commission parce que Mario Draghi, c'est pas n'importe qui. C'est un grand nom, de l'Europe, ancien président de la BCE, ancien premier ministre, italien, président de la banque, italienne, bon, l'équivalent Banque de France en Économiste Italie, de et cetera, économiste de renom et tout. Comment ça fait du bruit. Un an plus tard, il fait une intervention à la commission en oui, en 2025, automne 2025. Et on sent qu'il est frustré parce qu'en fait, son rapport, ça fait un an qu'il est sorti. Ça fait du bruit, mais il s'est rien passé de concret. Et à ce moment-là, il demande deux choses directement dans cette conférence. La première, une révision radicale du RGPD. Et la deuxième, une suspension partielle de l'IACT sur les systèmes à haut risque, sur les modèles à haut risque. On va dire, pour les initiés, c'est quand même pas mal de bruit parce que jusqu'à présent, l'Europe était hyper fière du RGPD, Mmh. euh, et plutôt assez fière aussi de l'IA Act, étant donné que ça avait été fait rapidement, dans un contexte particulier, etc., etc. Donc, on a un, un camp de dissidents qui prend de plus en plus de voix, de coffres au sein de l'Europe, qui s'appelle les draguistes, et qui demandent un allègement assez important, en tout cas des contraintes, pour permettre à l'Europe en fait de retrouver une certaine dynamique en termes économiques et technologiques. Parce que en fait le message, hein, c'est ça, c'est on peut pas réguler ce qu'on ne produit pas. Parce qu'en fait, à un moment, si on n'est pas capable d'avoir de la technologie souveraine et qu'on importe tout, on n'aura pas les leviers de négociation pour pouvoir imposer aussi notre vision du monde et notre ouverture au marché. Il y a un moment aussi où on sera obligé de faire intervenir des produits extérieurs et on n'aura plus notre mot à dire. Donc c'est un peu le fond aussi de cette idée-là. Donc c'est les draguistes contre les loyalistes, Légaliste, les ouais, légalistes. les légalistes, ouais. Euh, et donc là, ce qui se dessine en ce moment,
Et C'est ce qu'on là qu'intervient ce fameux paquet omnibus, c'est c'est ça? exactement ça, voilà. Donc en gros, le paquet omnibus, il concerne pas exclusivement l'IA Act, il concerne, pas mal de choses, dans la régulation. Là, on va se concentrer sur ce qui est, autour de l'IA Act. Il est en plusieurs, c'est plusieurs différentes, propositions d'amendement. Ben, on Bon, va dire pas en parler de lui, il s'inscrit dans le Digital Omnibus. on comprend toujours pas Hem, ce que ça veut dire, paquet omnibus, exactement, mais oui, alors en fait, c'est omni pour, en gros, c'est touche à tout, en gros, c'est ça un peu la d'accord, traduction. OK, Voilà. d'accord. Donc là, ce qu'on va voir avec ce paquet omnibus, enfin la question à laquelle j'aimerais que tu répondes, c'est est-ce qu'on opère un virage à 180° vers une politique du coup AI first suite au cri d'alarme de Mario Draghi ou est-ce que c'est quand même pas tout à fait ça? 180°, je sais pas, 90 sûrement. OK. On fait pas demi-tour, mais on change de direction, assurément. Donc, les trois mesures un peu phares là de ce paquet, réglementaire, c'est une première côté RGPD, mais qui touche aussi à l'IA. L'intérêt légitime va être entre guillemets «sacralisé» pour l'entraînement des modèles, d'IA en fait. C'était Aujourd'hui, c'était pas explicitement interdit, c'était très risqué d'un point de vue juridique. Et beaucoup, s'y refusaient parce que, le risque juridique était quand même assez fort. Aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est de le reconnaître, de l'écrire en fait comme, dans le texte comme étant, une base légale solide pour entraîner ces modèles d'IA, l'intérêt légitime. Donc ça, c'est assez important. Ensuite, côté, IA Act, ils veulent, alléger énormément, les contraintes des IA au risque pour toute l'industrie. Pourquoi? Parce que face à une concurrence, américaine, mais aussi surtout chinoise, on se rend compte que c'est très dur en fait. On a déjà des problématiques de compétitivité et on va ramener encore, de la complexité dans des systèmes comme, les biotech, l'automobile, où il y a un rôle énorme à jouer. Les dark factories, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais typiquement en Chine maintenant, ils ont des usines où il y a même plus d'éclairage parce qu'il y a plus d'humains. C'est 100% automatisé. Tout le flux de production est géré par des intelligences artificielles, etc., etc. Donc, important aussi pour, entre guillemets, «sauver», ce qui peut être sauvé de la compétitivité européenne dans le monde industriel. Et enfin, un guichet unique. Donc aujourd'hui, on multiplie les réglementations, mais on multiplie les points de contact, que ce soit la CNIL, que ce soit pour l'IACT, en partie la DGCCRF, ou encore, bon, les autorités, cyber pour, NIS2, ou DORA. Là, la proposition, c'est de regrouper un petit peu, ces points de contact et d'avoir, une centralisation, de peut-être pas des autorités de contrôle, mais au moins, du guichet pour poser les questions, quoi. Voilà. Mmh. Donc c'est ce que tu viens de dire, c'est quand même un changement de cap, majeur. On donne la priorité, enfin on essaie de donner la priorité à la souveraineté économique et technologique. Et justement, il y a toujours des discussions qui sont en cours là, même à l'heure où on se parle, à ce sujet. Donc ça n'a Oui. pas encore, complètement été, délibéré. Non, bah, le vote n'a pas eu lieu encore. Donc, il y a encore des débats, il y a encore des échanges, donc il y aura Mmh. sûrement des modifications du texte. Le vote devrait avoir lieu avant cet été. Août, bon, bah, ce serait bien. Pourquoi? Parce que potentiellement, il y aurait un décalage, de la mise en œuvre de la partie, système à haut risque qui pourrait être décalé jusque août 2027. Donc ce qui donnerait 1 an de marge encore, pour se mettre en conformité. Mmh. Bah, Mais bon, justement, le risque est important pour les gens qui ont besoin de se mettre en conformité, parce que si on se dit qu'il faut attendre le dernier moment pour savoir s'il faut faire sa bien sûr. conformité maintenant, bon, ben, voilà. Non et c'est pas ce qu'on est en train de vous faire passer comme message. Non. Là, on vous remet justement la frise sous les yeux pour que vous voyez, je vous le disais, elle s'alimente au fur et à mesure. Donc, on a rajouté le vent de panique aux USA, ça vous l'aviez déjà vu. Mais là, en bleu, toutes les, échéances, qui ont attrait au paquet omnibus qui se sont rajoutées, de l'appel de Mario Draghi jusqu'à la fameuse, phase de trilogue actuelle sur le paquet omnibus. Et donc ce que tu viens de dire, Armand, avec ce décalage, potentiel de la deadline pour la finance. Bon, affaire à suivre. Il faut se tenir informé et S'il y a continuer des à Ouais, s'il y a décalage, ce sera au moins 6 mois de ce qui ressort. Voilà. Bon, ce qui est pas OK. non plus, un changement, drastique. Voilà. OK. Maintenant, j'aimerais qu'on
fasse une comparaison avec, le fameux texte RGPD, dont on a quand même déjà pas mal, parlé. Je le disais en intro, ce sont 2 réglementations, en fait, qui sont finalement, proches dans leur construction. C'est à l'échelle européenne, ça touche tous les secteurs, il y a des sanctions qui sont lourdes, enfin, il y a quand même pas mal de similitudes. 8 ans de recul sur la RGPD, pas du tout sur l'AI Act puisque, voilà, c'est encore, en cours de construction comme on vient de se le dire. Quel bilan on peut tirer du RGPD Armand et justement, qu'est-ce qu'on peut essayer de se lister comme étant des choses à éviter, des erreurs à ne pas commettre, à ne pas reproduire pour l'AI Act. En gros, est-ce qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied avec l'AI Act ou est-ce qu'on se dit que voilà, ça va dans le bon sens à la lumière de tout ce qu'on vient de se raconter? Et à la lumière d'un petit bilan du RGPD. Ouais, aussi. Euh, donc en gros, on peut dire, oui, on peut catégoriser quand même. Il y a des succès autour du RGPD. Il y a aussi des échecs, on reviendra dessus après. Le premier succès, c'est l'éveil des consciences sur la donnée personnelle et sur la donnée sensible. Avant le RGPD, c'était très peu discuté. En tout cas, les entreprises n'en avaient pas forcément quelque chose à faire. La donnée personnelle, c'était traité comme une donnée normale. Les utilisateurs aussi se disaient que, enfin les citoyens, les utilisateurs se disaient bon bah voilà mes données sont chez tel ou tel provider sur telle ou telle plateforme sociale. Bon bah c'est terminé, c'est plus mes données. Le RGPD a eu quand même euh, ce, ce, ce bienfait de remettre les termes, de définir les termes, de sensibiliser à la fois les acteurs privés et les consommateurs sur les données personnelles et leur sensibilité, etc., etc. On peut imaginer que l'IA Act aura un peu les mêmes effets, c'est-à-dire que autour de la transparence, on parle beaucoup de transparence sur l'utilisation d'un système d'IA dans l'IA Act, autour de ces notions de transparence, autour de ces notions de mise en garde, autour de ces notions de, voilà, on peut imaginer qu'il y aura une sensibilisation qui sera faite par le texte auprès des acteurs privés, mais aussi auprès des consommateurs. Ensuite, on a, alors en exemple, là j'ai pris le développement de la purge systématique, mais plusieurs mesures, on va dire, d'hygiène de la donnée ont été développées grâce au RGPD. La purge en est une des principales, puisque par définition, toute donnée collectée doit avoir une durée d'usage, puis une date de suppression. Temps de rétention, on parlera. C'est une très bonne pratique, mais c'est une pratique qui, avant le RGPD, était très peu répandue. Beaucoup d'entreprises gardaient leurs données un peu ad vitam aeternam en disant bah, ça pourra me servir un jour, je Mmh. vais les garder. De cette même manière, on peut imaginer que côté IA Act, les systèmes d'IA, les entreprises qui les mettent en place, elles développent des façons de travailler qui sont quand même meilleures à la fois pour le citoyen, mais même pour elles, parce qu'au final, on se rend compte que la purge des données, c'est pas rien et ça peut apporter aussi une meilleure gestion, une meilleure valorisation des données dans l'entreprise. La place disque, ça finit par coûter cher aussi. Donc là, je pense que dans l'IA Act, on va avoir le développement de bonnes pratiques, entre guillemets, grâce à ce texte. Je peux penser au comité pour de la gestion des biais sur les IA. On peut penser à l'explicabilité, être capable à un moment de dire, bah, en fait, il faut que j'arrive à comprendre un petit peu ce qui se passe dans mon SIA et pas dire, bon, bah, tant que ça marche, Mmh. je m'occupe pas vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, on a la souveraineté de la donnée des utilisateurs. On a sacralisé, entre guillemets, la donnée personnelle en disant, en fait, la donnée personnelle, peu importe où elle est, peu importe qui la détient, elle appartient à la personne concernée. Et c'est elle qui a le droit d'exercer ses bons droits, son bon droit sur sa donnée. Pas parce que Facebook a votre nom, votre prénom, votre photo, que ça appartient à Facebook. C'est bien vos données. Et Mmh. ça, c'est une révolution quand même qui est apportée par le RGPD. Et on peut imaginer, pareil, l'émergence de droits pour le citoyen, un peu sacralisés, comme le droit à ne pas faire l'objet d'un refus enfin, systématique automatisé, le droit à l'explicabilité, ce que je vous en parlais. Et d'un autre côté, on a les échecs, taxes sur la production et des incitations à l'innovation. Ça, c'est très dur à mesurer, mais on est assez certain que bah, tout l'argent qui est mis dans la conformité, il n'est pas mis ailleurs.
il est pas mis dans la R&D. Il y a des entreprises qui ne se créent pas parce qu'il y a trop d'obligations conformité. Il y a des business models qui peuvent pas marcher à cause de la réglementation. Je dis pas que c'est fondamentalement mal, mais c'est une réalité économique. Ensuite, on va avoir en fait le même, ça, on va avoir le même phénomène que ce soit côté RGPD ou IA Act. Ensuite, on a l'efficacité relative de la protection des données. Beaucoup de contraintes, d'un point de vue juridique, en fait, autour de la donnée à caractère personnel. Mais en fait, la réalité, c'est que il y a des fuites de données tous les jours, et pas des moindres. Pas plus tard que la semaine dernière, c'est la NTS qui a encore fait fuiter des millions d'identités. La NTS, c'est quand même pas rien. C'est eux qui émettent les titres d'identité. C'est une fuite qui est grave. Donc en fait, on a aussi un secteur public qui ne montre pas l'exemple. On a eu France Travail, on a eu aussi les mutuelles. Enfin bon, des fuites de données. Vous allez sur, c'est Bonjour la fuite. Il y a un site qui s'appelle comme ça, bonjourlafuite.fr, je crois, et qui va recenser toutes les fuites de données en France. Et c'est effrayant. C'est effrayant. Et ben, on peut imaginer que dans l'IA Act, va y avoir des problématiques comparables avec des IA qui font des erreurs, qui refusent injustement des gens, des choses comme ça. Mais en fait, dans la réalité, ce sera très très dur de mettre en application toutes ces règles-là d'un point de vue technique, et je pense au moins aussi dur que pour le RGPD. Donc, un gros travail là-dessus à réfléchir. Et puis enfin, les sanctions qui sont certes sévères, mais qui sont trop rares. La CNIL, ils sont peu nombreux. Quand ils se mettent sur le dos d'une entreprise ou d'une organisation, ils y vont. Les sanctions sont assez dissuasives, mais en fait, il y a énormément d'entreprises, il y a énormément d'administrations. Le fait qu'il y ait, par exemple, aucune amende forfaitaire minimum en cas de fuite de données, c'est pas très dissuasif. Et puis en fait, on se rend compte que bon bah ça reste l'exception. En fait, les sociétés qui se font sanctionner, ça reste l'exception et pas la norme. Là, les sociétés qui ne respectent pas la réglementation et qui se font sanctionner. Mmh. Et ça, ce sera a priori la même chose dans l'IA Act, parce que l'autorité, elle va pas foncièrement changer. Alors oui, il y aura des GCRF, etc. Mais en fait, on parle d'un sujet qui va être répandu dans toutes les entreprises partout, et ils ont pas des centaines ou des milliers d'agents à les déployer pour mettre de la sanction. Mmh. Donc en conclusion, en fait, là, ce qu'on peut se dire, par rapport au RGPD, c'est qu'il y a beaucoup de très bons éléments à retenir du RGPD. Ça a défini une forme de standard mondial. Cet éveil des consciences sur la donnée personnelle dont tu parles, enfin, c'est une révolution, tu l'as dit, par rapport à ce qu'on avait avant. Et donc du coup, on peut aussi attendre que de l'IA Act, qu'il y ait un peu ce même éveil, cette même prise de conscience. Et ça, c'est intéressant. Mais il y a quand même pas mal de choses qui nous font dire que ça peut être aussi coûteux d'avoir cette surconformité, en tout cas, que ce soit pour le RGPD ou par l'IA Act. Enfin, Mario Draghi lui-même est un détracteur du RGPD et demandait à l'assouplissement de l'IA Act. Donc, en gros, on est un peu en train de prendre la même trajectoire pour l'IA Act que pour le RGPD, grosso modo. Oui, on peut raisonnablement s'attendre à avoir les mêmes résultats. Voilà. Voilà. Ok. Encore une fois, c'est pas le même texte. Dans le fond, c'est quand même très différent. C'est des textes qui sont complémentaires, qui ont des belles synergies, qui ont parfois aussi des oppositions hein, dans certains points. Mais c'est vrai que sur le système qui a été mis en place, le système réglementaire et la forme, ils sont assez similaires. J'aimerais qu'on arrive sur la partie conclusive, parce que je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus. On a passé beaucoup de temps sur le contexte, on a fait des comparaisons avec le RGPD. Voilà, on pense encore une fois que c'était nécessaire de prendre tout ce recul pour vous donner un maximum de fonds et de clés de compréhension en fait de cette réglementation. Armand, comment on fait pour sortir de ce théâtre géopolitique pour nous, QuickSign, pour les acteurs des services financiers qui sont nos clients, qui nous écoutent, quel est le mot d'ordre en fait? Comment est-ce qu'il faut réagir par rapport à l'AI Act? Comment il faut s'adapter? Qu'est-ce qu'on doit retenir opérationnellement en fait? Comment est-ce qu'on applique intelligemment l'AI Act? Je pense que ce sera ce qu'il faut retenir de ce webinaire, c'est pas d'excès de zèle. Pourquoi? C'est pas le sens de l'histoire. Le régulateur est en train de revoir sa copie encore.
Il est plutôt dans un monde où il cherche à déréguler, alléger en tout cas un petit peu le fardeau réglementaire, parce que peut-être qu'il y en a eu trop. Ça, j'en laisserai chacun juger de ce fait-là. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux de régulation, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des droits à protéger, il y a des citoyens, il y a des consommateurs, il y a de la qualité, des choses comme ça. Il y a des choses à faire, il y a une régulation, et il y a des vrais risques, hein, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de risque. Il faut trouver l'équilibre entre vos enjeux opérationnels business et la régulation. Et aujourd'hui, plus que jamais, parce que il y a un vrai décrochage aussi de la zone euro. Ouais, et continuer à suivre du coup, ce qui se passe d'un point de vue du régulateur, parce qu'il y a beaucoup Ouais. d'actualités, ça évolue donc Voilà. Oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire que si on met beaucoup, peut-être un peu trop d'efforts dans sa mise en conformité et que le texte est, alors il sera pas révolutionné en un an, mais évolue beaucoup encore dans Mmh. les prochaines années, en fait, c'est potentiellement des efforts perdus. Le 2e point, penser mutualisation de la conformité. Qu'est-ce que ça veut dire, pour toi, Armand? Ça veut dire que ça n'aura échappé à personne de ceux qui travaillent à la fois dans la cyber et dans la conformité. Il y a un empilement réglementaire, il y a un empilement des normes, il y a un empilement des règles. On a du DORA, on a du NIS2, on a du Ouais. RGPD, on a de l'IA Act. Bon, il y a énormément de choses qui sont là. Là, l'idée, c'est de se dire, euh, le régulateur d'ailleurs ne l'interdit pas et je pense que c'est une bonne façon d'aborder cette chose-là, c'est d'essayer de mutualiser au maximum on va dire, ces supports de conformité, notamment les analyses de risque. En fait, rien ne vous empêche d'ajouter vos SIA dans votre cartographie des risques DORA, par exemple. Rien ne vous empêche d'intégrer dans vos AIPD les risques IA et vice-versa, peut-être, parce que vous allez à un moment dans le système d'IA traiter des données à caractère personnel. Faites peut-être une grosse analyse de risque et mettez plus de choses plutôt que de siloter et de faire on va dire, des choses qui sont dans leur coin. Vous verrez que ça a des gros avantages parce que, en plus de ça, vous allez être plus proche des interactions entre ces différents règlements, ces différents métiers et risques. Vous allez voir des synergies. Vous allez voir aussi des incompatibilités. Et là, il faudra arbitrer. Et puis finalement, bah, c'est aussi l'occasion d'avoir des visions un petit peu plus exhaustives, un petit peu plus holistiques de sa conformité. Enfin pas enfin, mais ensuite, on a l'approche par les risques. Donc ça vient du monde de la cyber. La cyber, il y a quelques années, bon, ça n'existait pas. La conformité, ça existait, mais la cyber, ça n'existait pas. Et ça démarrait, et on disait, bon, bah, on va mettre un antivirus, on va mettre un pare-feu, on va faire les mises à jour sur le poste, et ça y est, on a terminé la cybersécurité. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Euh, des menaces, elles ont évolué, mais de manière exponentielle. Les risques, il y en a de toutes sortes. Tous les ans, tous les mois, il y a des nouveaux risques, il y a des nouvelles attaques, il y a des nouveaux problèmes. Bon, alors là, avec l'IA, c'est pareil. Euh, et ce qui a été le fondement en fait de la cyber aujourd'hui, c'est de dire, bah, de toute façon, on ne pourra jamais tout traiter. Donc, il faut qu'on priorise. Et pour prioriser, la meilleure façon, c'est de le faire par les risques. Et donc, d'évaluer ces risques et de prioriser. Eh ben, je recommande de faire la même chose pour la conformité. Parce qu'au final, on se rend compte que la conformité, elle s'empile. Il y a de plus en plus de règles. Il y a des règles, elles n'ont pas toutes la même valeur. Les risques associés, ils sont pas pareils. Il y a des règles, bah, tout ce qui concerne des systèmes d'IA au risque, c'est quand même beaucoup plus sensible que tout ce qui concerne des systèmes d'IA à risque limité. Et donc, n'hésitez pas à prioriser vos chantiers par les risques. Voilà, de la même manière que le régulateur a fait sa norme, enfin a fait son texte par les risques. Voilà. Tout ce que tu dis là, ça semble être, du pur bon sens, effectivement. Et qu'est-ce que tu entends par excellence technologique alors? Tu Oui, alors cette ça c'est le dernier point, c'est aussi l'excellence opérationnelle. En fait, le problème, on l'a vu avec le RGPD, c'est que la conformité pouvait être bien faite, mais la conformité seule, elle suffit pas à protéger les données des utilisateurs. Elle suffit pas à garantir vraiment leurs droits. Il faut que la conformité elle aille plus loin que le fichier Excel et les cases à cocher. Il faut que la conformité elle aille dans l'opérationnel. Il faut qu'elle aille près des métiers. Donc quand je mets excellence technologique, c'est qu'il faut aller
en fait, la conformité aujourd'hui, pour moi, c'est quand même de se dire, je vais de la loi à l'opération, à l'opérationnel. Donc, identifier les risques, oui, les risques de conformité, je vous en parlais, mais aussi les risques opérationnels. Descendez, entre guillemets, sortez du bureau de la conformité, allez voir les opérationnels, allez voir les métiers, discutez avec eux sur leur process, la façon dont ils travaillent, identifier le risque de conformité dans leur métier, parce que en fait, vous verrez que il y a plein de risques, il y a plein de risques qui émergent parce qu'ils font ça de telle façon et pas de telle façon, et que en théorie, ils devraient mieux faire comme ça. Ensuite, revenir aux principes fondamentaux de la conformité, ça c'est aussi important dans le sens où aujourd'hui, j'ai un peu cette impression-là de dire, bah, en fait, on fait de la conformité pour que je reviens sur ce modèle un peu du fichier Excel, mais de dire, bah, voilà, j'ai tout coché, tout est bon, et ma conformité est faite. Et l'idée derrière tout ça, c'est pas, enfin, c'est pas ça le but en fait de la régulation. C'est pas de faire plaisir aux régulateurs, c'est pas de faire Ouais. plaisir aux législateurs. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais de la conformité? Ouais. C'est quoi l'intérêt de ces règles-là? À ce moment-là, bah, je vais peut-être adapter un petit peu aussi ma façon de faire de la conformité, mais plus en revenant aux principes fondamentaux de pourquoi je le fais. Vous verrez que vous retrouverez souvent sur les mêmes idées, les mêmes concepts, mais pas forcément dans la même mise en œuvre, parce que l'objectif sera pas le même. Ensuite, documenter vos réflexions, vos arbitrages, parce que dans tout ce que je viens de vous dire, hein, donc de revenir aux principes fondamentaux, d'approche par les risques, d'identifier les risques opérationnels, de mutualiser, des choses comme ça, vous allez forcément avoir des micros. Alors, j'espère que ce sera que des micros, mais des micros non conformité, dans le sens où ils ne seront pas strictement l'application telle quelle de la règle ou de la loi. Je m'explique. Vous allez prendre des décisions, vous allez faire des arbitrages. Il y a deux règlements qui rentrent en conflit. Exemple, le RGPD qui dit que vous devez supprimer les données où vous avez défini tant de temps. Et d'un autre côté, vous avez le LIA qui dit que vous devez garder les logs de tous les SIA pour faire l'explicabilité, pour que vous devez garder tant de temps. Il y a un moment, peut-être que ces deux textes-là, ils vont rentrer en conflit chez vous. Vous ne pourrez pas faire les deux. Donc, il va falloir prendre une décision, il va falloir arbitrer. Et à ce moment-là, il faut justifier, documenter, expliquer pourquoi vous le faites. Et revenez à tout ce qu'on vient de se dire. Les risques, voici les risques. Et les principes fondamentaux, par le balance des intérêts, de choses comme ça. Voilà les risques à la fois pour mon business, voilà les risques à la fois pour le citoyen. Et c'est pour cette raison-là, et on va dire, et en considérant mes opérations, la manière dont je peux décliner mes contrôles et mes contre-mesures opérationnelles, que j'ai pris cette décision. Et ça, pourquoi ça fait partie, bon, dans le RGPD, on parle de l'accountability, on parle d'être capable en fait de prouver sa conformité par du texte. Bah, c'est aussi ça. C'est aussi de l'IACT, c'est aussi ça. C'est de se dire, bah, si le régulateur vient, même si je fais pas tout exactement comme ça a été écrit, je suis capable de lui expliquer pourquoi, de bonne foi, j'ai fait un petit peu différemment. Et Mmh. le régulateur, il va dire, bah, ok, bah, ça a du sens dans ce contexte. Ça a du sens dans votre contexte, parce qu'en fait, une loi, elle peut pas, il n'y a pas de one size fit all. Il n'y a pas une loi qui dit, bah, en fait, tout est, entre guillemets, tout est applicable à tout le monde parfaitement. Bien sûr. Et ça, voilà. Bah, merci beaucoup pour toutes, ces recommandations opérationnelles, tous ces conseils, Armand. C'était le mot de la fin. Alors on espère que cette session, vous a plu, et surtout que vous avez appris quelque chose. En tout cas, on vous dit à bientôt pour une prochaine session et merci beaucoup de votre fidélité. À très Merci, au bientôt. revoir.